Spécialiste de personnes vulnérables, j'enseigne à l'université de Brest dans un master droit des personnes vulnérables. Un master analogue à celui qui existe à Caen, protection des personnes vulnérables. C'est sous ce triptyque, le droit, la protection, la vulnérabilité, que j'aimerais introduire le sujet du mandat de protection animale. Il existe assurément un droit animalier, un droit de l'animal, un droit des animaux. L'existence d'un code de l'animal, publié déjà pour la 3e édition par nos collègues Jean-Pierre Marguenot et Jacques Leroy, nous montre que toutes les règles applicables aux animaux méritaient d'être rassemblées dans un recueil pour percevoir toutes les facettes de la protection animale. Mais s'il existe un droit de la protection animale, un droit animalier, existe-t-il des droits des animaux? Le doute est en effet encore de rigueur. On peut bien évidemment avoir la conviction qu'il existe des droits des animaux et que l'animal est une personne, même avec une personnalité technique telle que René Demogue, en 1909, à la revue trimestrielle de droit civil, l'avait défendu. On peut en douter pourquoi ? Parce que l'idée ne fait pas l'unanimité. Dans la dernière livraison, la revue trimestrielle de droit civil fait paraître en 2021, dans son numéro 3, 2 études opposées sur ce sujet. Un esprit pleinement classique, celui de Mme Gwendoline Lardeux, dans une étude intitulée « Humanité, personnalité, animalité », se prononce assurément contre cette thèse. Elle soutient que l'animal n'est pas une personne, l'animal ne peut pas être un sujet de droit. Jean-Pierre Marguenot, dans les pages qui suivent, soutient le contraire dans une étude intitulée « L'animal, sujet de droit ou la modernité d'une vieille idée de René Demogue ». Et j'avoue que cette dernière étude, à celle qui s'ajoute depuis sa thèse parue en 1992, cette dernière étude est la plus convaincante, notamment parce qu'elle évoque la personnalité hémiplégique. C'était le reproche qu'on pouvait opposer à cette proposition doctrinale de la personnification de l'animal. L'animal aurait des droits sans obligation, une personnalité hémiplégique donc. Des droits sans obligation, pourquoi pas? Mais alors, est-ce que c'est vraiment plus commode, comme il le prétend, comme le prétendait déjà René Demogue? On peut ne pas en être convaincu, d'abord parce que s'il suffit d'avoir un intérêt isolé, distinct de ses membres, distinct des tiers, et s'il suffit d'avoir un organe pour défendre, représenter cet intérêt en justice ou dans un contrat avec autrui, est-ce qu'il sera toujours très simple d'identifier un organe pour représenter l'intérêt d'un animal? Quid en cas de conflit d'intérêts? Ce n'est vraiment pas si commode de dire que chaque animal qui peuple cette terre, puisse être personnifié. De surcroît, si ce n'est pas commode, il est à peu près évident que la personnalité animale n'aura pas le même rayonnement sur la scène juridique que la personnalité des êtres humains. Et cette atteinte à l'égalité est peut-être acceptable sous d'autres cieux, est peut-être acceptable dans d'autres cultures, mais en droit français, nous sommes si attachés au principe d'égalité que l'on peut comprendre le refus de personnifier l'animal. À quoi bon, pourrait-on dire, puisqu'on peut
très bien protéger l'animal sans avoir besoin de le personnifier. Il suffit d'obliger l'homme. Finalement, la question est purement littéraire, si j'ose dire, de la littérature juridique. La question n'est pas tant est-ce que l'animal est une personne, plutôt est-ce que l'animal est bien traité, et plutôt est-ce que l'homme respecte assez l'animal. Quoi qu'il en soit, convenons, comme à Loïs Ken, que le doute est présent dans notre esprit, qu'en 2021, le débat n'est pas refermé en doctrine, et que les parenthèses permettent justement de refléter ce doute et de ne pas fermer le débat. La vulnérabilité maintenant. Est vulnérable, tout être vivant est sensible. Si l'on est sensible, c'est qu'on peut être blessé, c'est qu'on peut souffrir. L'homme, l'être humain, est vulnérable. Mais l'animal vivant, être vivant et sensible, l'est également. Mais est-ce que l'homme et l'animal sont vulnérables de la même manière? Rien n'est moins sûr. La vulnérabilité de l'homme, déjà, n'est pas saisie de la même manière selon que l'on prend le code de l'action sociale et des familles, le code de la santé publique ou le code civil. Dans le code de la santé publique, la vulnérabilité est liée à la maladie. Elle est liée à une affection grave, chronique. Dans le code de l'action sociale et des familles, la vulnérabilité, elle est liée à un besoin auquel l'homme ne peut pas avoir les moyens de trouver une solution. C'est pour ça qu'il trouvera dans le code de l'action sociale et des familles un droit des prestations sociales, qu'il s'agisse du mineur, de sa famille, qu'il s'agisse d'une personne âgée, d'une personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'une personne qui risque l'exclusion. Toutes les prestations sociales et familiales ont pour but justement de répondre à des besoins. Mais dans le Code civil, la vulnérabilité a encore une autre signification. Dans la protection des personnes vulnérables, par la mesure de protection juridique, l'article 425 du Code civil nous dit que la vulnérabilité doit être médicalement constatée. C'est l'altération des facultés mentales, légère ou grave, et c'est l'altération des facultés corporelles seulement si elle empêche la personne d'exprimer sa volonté. Mais cette vulnérabilité qui peut être et qui doit être médicalement constatée par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, cette vulnérabilité ne suffit pas à déclencher la protection juridique. Il faut encore que la personne ne soit pas en mesure de sauvegarder ses intérêts. Et ces intérêts, le pluriel, ne désigne pas seulement le passé, ses biens, son patrimoine, mais également sa situation de famille. Ces intérêts, c'est la possibilité aussi d'être sauvegardé par des membres de sa famille. Alors le juge doit intervenir pour instituer un tiers protecteur. La vulnérabilité de la personne est reconnue lorsque il n'y a pas d'autre moyen de protéger la personne sans le recours à l'institution d'un protecteur. Mais l'on voit alors que la vulnérabilité de l'homme, telle qu'elle est ici circonscrite dans le Code civil, c'est la vulnérabilité de la personne dans son être et dans ses avoirs. Il y a toujours une référence aux avoirs, aux besoins, aux droits patrimoniaux, surtout lorsque les ressources manquent. La vulnérabilité de l'animal n'a pas ce champ d'application. La vulnérabilité de l'animal, elle est liée finalement à ses besoins de l'espèce animale en considération. Arrive la troisième notion sous l'angle de laquelle ce thème prendra toute son ampleur, la protection. Un droit de la protection animale, mais que faut-il entendre par la protection? La protection de l'homme, elle, prend déjà des chemins complètement différents selon qu'il s'agit de donner des moyens, des ressources, comme dans le Code de l'action sociale et des familles,
ou selon qu'il s'agit, par le Code civil, d'instituer un tiers protecteur qui va assister la personne, qui va la représenter pour conclure des actes juridiques. On le voit, la protection de l'homme, de l'être humain, elle passe par un système qui permet de sauvegarder les droits par la continuité sur la scène juridique de la conclusion d'actes juridiques. Pour l'animal, c'est moins les actes juridiques dont il est question que des actes matériels. Et cette complexité, à la fois de la vulnérabilité, à la fois des mécanismes de protection, nous montre que on ne peut pas transposer telle quelle la technique juridique de protection de l'homme à la technique juridique de protection de l'animal. Cela dit, quelles que soient nos réserves, l'exercice mérite d'être réalisé. En décembre 2020, le 14 décembre 2020, une proposition de loi numéro 3661 a été déposée au bureau de l'Assemblée. Et dès les premiers jours du débat, il y a eu un amendement visant à introduire un article 515 du Code civil ayant pour objet le mandat de protection animale. Cet article 515-15 du Code civil a convaincu les députés présents ou représentés de voter ce texte. Et cet article 515-15 du Code civil était présent dans le texte voté le 29 janvier 2021. Dans le vocabulaire parlementaire, on pourrait dire dans la petite loi du 29 janvier 2021. Il est vrai qu'en septembre suivant, il y a 2 mois, les sénateurs ont écarté cet article 5 bis de la proposition de loi. Peu importe donc que cet article 515-15 n'ait pas été jusqu'au bout du processus parlementaire et que dans la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, cette loi numéro 2021-1539 qui a été promulguée au journal officiel le 1er décembre 2021, peu importe que cet article 515-15 ne soit pas présent. Alois Ken nous demande de le commenter et l'exercice est intéressant, instructif à bien des égards. 4 alinéas nourrissent cet article. 4 alinéas, ce n'est pas beaucoup. Et il nous revient d'ores et déjà, finalement, de nous concentrer sur ce qui est écrit. Ça sera l'objet de cette première partie, ce qui est écrit dans le mandat de protection animale par comparaison au mandat de protection des personnes. Mais c'est tout ce qu'il manque dans ce texte, tous les non-dits qui occuperont notre seconde partie. Première partie, donc, le dit. L'esprit du mandat de protection est respecté. Le mandat de protection, c'est un acte d'anticipation. Alors qu'une mesure de protection juridique est ouverte lorsque l'altération des facultés mentales ou corporelles est médicalement constatée, il est possible, par contrat, d'anticiper sur une future vulnérabilité. Il y a donc 2 séquences. La séquence où l'on pense le contrat, et il faut à ce moment de la rédaction, car un écrit est nécessaire, il faut à ce moment satisfaire toutes les conditions de validité du contrat. Puis arrive la 2e séquence, la séquence où la vulnérabilité est constatée, la séquence où le contrat, le mandat de protection doit prendre effet. Les règles nous portent donc à analyser d'abord la formation et la validité, puis la prise d'effet, l'exécution et l'extinction. La formation et la validité. Alors, c'est d'abord la question
de l'identité des personnes dont il est question. Un mandant et un mandataire, car le contrat de mandat, c'est un contrat entre deux personnes, le mandant et le mandataire. Le mandant qui donne pouvoir à un mandataire de passer des actes pour le moment où il ne pourra plus être en état de les passer par lui-même. Le mandat de protection animale évoque plutôt le mandat de protection future pour autrui, où des pères et mères d'un enfant handicapé devenu majeur envisagent l'hypothèse où ils ne pourraient plus s'occuper de leur enfant majeur et, par ce mandat de protection future pour autrui, donnent pouvoir à un mandataire de s'occuper de leur enfant majeur. Ici, c'est ce mandat de protection future pour autrui qui est la source d'inspiration. L'alinéa 1er nous dit « Tout propriétaire d'un animal de compagnie peut désigner par mandat une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d'incapacité temporaire. » Le mandant, c'est le propriétaire de l'animal de compagnie. Le mandataire, c'est la personne qui s'occupera de l'animal de compagnie lorsque son propriétaire ne le pourra plus. La personne vulnérable, c'est l'animal qui n'a plus personne pour s'occuper de lui. La première critique que l'on peut poser d'abord sur ce texte, c'est qu'on a visé que l'animal de compagnie. Pourquoi ne pas avoir envisagé les animaux d'élevage? Pourquoi avoir désigné le mandant comme nécessairement être le propriétaire de l'animal? C'est une question vraiment dont on peut se poser. Elle est très civiliste, cette expression, mais elle est peut-être un peu en décalage avec l'esprit des parlementaires qui voulaient instituer ce mécanisme. L'animal, quant à lui, est identifié, c'est l'alinéa 3. Le mandat identifie l'animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l'animal auprès du ou des mandataires avec effet immédiat ou à terme défini. En s'interrogeant toujours sur la formation du contrat, on observera que l'objet du contrat, c'est représenter le mandant. Représenter le mandant, cela semble assez peu suffisant. On a donc envisagé que des actes juridiques. Représenter le mandant seulement pour passer un acte juridique, c'est un peu ambigu. Aucune règle n'est posée sur la capacité, aucune règle n'est posée sur le consentement. Il faut donc s'en tenir ici au droit commun. Quant à la validité de ce contrat, c'est l'alinéa 3 qui nous montre que le mandat de protection future, tel qu'il a été introduit par la loi du 5 mars 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2009, est la source d'inspiration. On y retrouve, comme aux articles 477 à 494, l'option entre le mandat sous seing privé et le mandat notarié. Très bien, l'option est donc possible. Le contrat peut être conclu sans qu'il y ait nécessairement d'acte notarié. Mais il aurait fallu peut-être être un peu plus précis et exiger que le contrat soit écrit. C'est simplement sous-entendu. L'autre point qui tient à la validité ou à plutôt l'efficacité de ce contrat, c'est la publicité de ce contrat. Le mandat doit être enregistré. Notarié sous seing privé, le mandat doit être enregistré auprès de la Société gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques en France. C'est un point très important, car ce que l'on reproche justement au mandat de protection future des personnes humaines, c'est qu'il ne fait l'objet d'aucune publicité, et ce n'est qu'à sa prise d'effet, finalement, que l'on va avoir découvert qu'il existe, parce que à ce moment-là, il y aura une trace sur les fichiers du greffier du tribunal judiciaire. Passons à la deuxième séquence qui est la prise d'effet du mandat de protection animale.
Alors l'alinéa 2 de cet article 515-15 nous dit assez sobrement: le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l'animal. On le voit, le moment de la prise d'effet est défini d'une manière assez souple. L'empêchement de prendre soin de l'animal. On ne nous dit pas que cet empêchement doit être constaté ni par un tiers, ni par un expert, ni par un professionnel. Beaucoup de souplesse, on ne critiquera pas ce point. Dans le mandat de protection des personnes humaines, il faut que l'altération des facultés mentales ou corporelles soit constatée par un médecin et que le certificat médical soit déposé avec le contrat au greffe du tribunal judiciaire. Tout ce formalisme n'est évidemment pas ici nécessaire, il pourrait nuire à l'effectivité de la protection de l'animal. Cela dit, rien n'est dit ensuite sur l'exécution du contrat et même sur son extinction. Et c'est ici, finalement, mis à part quelques règles sur la rémunération et sur la personne qui doit assumer cette rémunération lorsqu'elle est stipulée par le contrat, à part ces règles sur la rémunération du mandataire, trop peu de règles sont posées pour encadrer l'exercice, l'exécution et finalement l'extinction de ce mandat. C'est donc, deuxième partie, tous les non-dits du mandat de protection animale qui nous interpellent. Tous ces non-dits qui sont si nombreux que finalement, on peut comprendre que le rapporteur au Sénat et puis le représentant du gouvernement aient tour à tour considéré que le droit commun était suffisant. Alors, il existe de nombreuses lacunes, nous allons en évoquer quelques-unes, et dire que si ce texte a été aujourd'hui commenté, ce texte ne mérite pas seulement une critique, ce texte doit inspirer finalement des alternatives. Alors, les lacunes, d'une part. Les lacunes, d'une part, c'est d'abord trop de non-dits pour que cette première version du mandat de protection animale soit suffisante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'est dit ou presque des pouvoirs du mandataire. Le mandataire doit prendre soin de l'animal, mais c'est-à-dire passer des actes matériels, mais aussi peut-être passer des actes juridiques. Et peut-être qu'il conviendrait, justement, d'être un peu plus précis sur ces actes juridiques. Aucune vision n'est donnée sur la possibilité de vendre l'animal, de le céder, de le donner, de l'euthanasier, de le confier à un tiers. Bref, les obligations du mandataire, par-delà ses pouvoirs, ne sont pas assez bien circonscrites. Rien n'est dit aussi, alors que la loi du 30 novembre 2021 contient dans le Code rural et de la pêche maritime un élément très intéressant et qui est la connaissance des besoins de l'espèce humaine et l'engagement d'y faire face. Je vous renvoie au nouvel article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime. Sauf que cet article L214-8 ne vise que la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de l'animal de compagnie, et on aurait très bien pu envisager le transfert de l'animal pour le temps où son propriétaire ne peut plus s'occuper de lui. Aussi bien la nouvelle loi que le projet de loi ont manqué d'ambition dans leur domaine d'application. Enfin, quand on s'intéresse au mandat de protection future des personnes humaines, on s'intéresse au contrôle du mandataire, et sur ce point, rien n'est dit dans les textes sur le contrôle du mandataire. Comme si le droit commun était suffisant. Alors dans ce droit commun, d'autre part, quelles sont les alternatives? Des alternatives, il y en a deux. Il y a d'abord le droit des personnes humaines. C'est le mandat de protection future.
Le mandat de protection future est, en droit français, très original parce que c'est une protection complètement déjudiciarisée. C'est le mariage de la carpe et du lapin, du contrat et de la tutelle. C'est un contrat de tutelle ou une tutelle contractuelle. C'est très original, pourquoi? Parce que c'est une protection de la personne humaine sans incapacité. Car pour qu'il y ait incapacité, il faut un jugement, il faut l'émargement de l'acte de naissance et il faut une nullité de protection. Or, il n'y a dans le mandat de protection future ni jugement, ni émargement de l'acte de naissance, ni nullité de protection. Le mandat de protection future, alors qu'on nous a dit que ce mandat de protection future était ancré dans la pratique notariale, ce mandat de protection future, aujourd'hui, n'a pris effet que pour 8000 personnes. Et encore, c'est une évaluation plutôt haute du nombre de mandats qui ont pris effet. 8000 mandats, c'est peu depuis 2009, alors que nous avons aujourd'hui, à la fin de l'année 2021, plus de 800 000 mesures. C'est donc qu'il y a à peine 1% de protection juridique qui est assurée par le mandat. Mais dans ce mandat de protection future, non pas dans sa version notariée, mais dans sa version sous seing privé, il est prévu qu'on peut introduire une clause sur la prise en charge des animaux domestiques. Et donc, plutôt que de penser à un mandat de protection animale distinct du mandat de protection de la personne humaine, pourquoi ne pas mettre la protection de l'animal dans le giron de la protection de la personne humaine? Un texte nous y invite, c'est l'article 426 du Code civil, un texte qui est consacré à la protection des lieux de vie, à la protection du logement, un texte qui concerne aussi bien la résidence principale que les résidences secondaires. Et il est prévu dans l'article 426, lorsqu'il devient nécessaire de disposer des droits du logement, de faire en sorte que les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux qui sont indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades, sont gardés à la disposition de l'intéressé. La présence d'un animal domestique en EHPAD, la présence d'un animal domestique auprès de la personne affaiblie le plus longtemps possible mérite en effet une clause dans un mandat de protection future pour envisager le moment où il sera nécessaire d'organiser la séparation. La deuxième alternative, c'est le contrat d'adoption futur. Et ici, on peut se tourner vers les SPA, vers les sociétés protectrices des animaux, pour organiser finalement, non pas la cession, mais l'adoption de l'animal par une autre personne. Alors je vous renvoie sur la question du contrat d'adoption à cet article de Julien Boisson, l'adoption de l'animal par l'homme, qui est paru dans L'animal et l'homme, sous la direction du doyen François-Xavier Roudémar. Et page 305, notre collègue Julien Boisson s'interroge « Pourquoi parler d'adoption plutôt de cession ?» Je le cite. « La substitution de la notion d'adoption à celle de cession est éminemment politique. Elle n'est alors que l'expression du nominalisme législatif, c'est-à-dire de son pouvoir de nommer par le législateur. En son temps, le doyen Cornu a soutenu l'idée que se développerait au sein de la législation civile un nominalisme humanitaire dont le but serait plutôt même que de réaliser la révolution par les mots, de réaliser la paix et d'établir la justice par les mots. » Dans cette idée, la substitution de l'animal à sa cession participe très certainement de ce mouvement. Une adoption de l'animal, c'est en réalité une cession qui ne dit plus son nom parce qu'il s'agit de prendre soin, de prendre mieux soin de l'animal. De manière plus générale, en conclusion, je dirais que la protection de l'animal par le contrat nous oblige à anticiper sur sa sensibilité. Et
Si aujourd'hui nous n'avons pas un dispositif pour lui, ce dispositif est dans nos esprits en préparation. Ce dispositif sera amélioré d'abord par la pratique contractuelle avant un jour d'être consacré par les textes.